tumeur du rein en ouvrant en deux la veine cave pour aller ôter un bouchon tumoral. Quand vous êtes externe, que vous voyez ça, puis que le malade il va bien après, mais vous êtes, mais regardez, et là je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, et j'ai pas changé d'avis. Et me dire, mais vraiment docteur, je vous remercie, parce que je crois que vous m'avez sauvé la vie. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc, je me présente, je m'appelle Yanis, je suis étudiant en troisième année de médecine et je suis VP projet au TCN. Et moi, je m'appelle Tiski, donc tout pareil, VP projet au TCN, en troisième année de médecine. Pour ce format, il sera un tout petit peu plus particulier. Donc je vous invite, je vous tease pas trop, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ce sera vraiment pas mal. En tout cas, on a vraiment l'honneur, un immense honneur de recevoir aujourd'hui le professeur donc, Manuela Pérez. Je vous laisse vous présenter, si vous voulez. Eh bien alors, Manuela Pérez, moi je suis chirurgien digestif, mais vous me connaissez plus particulièrement, je pense, parce que je fais partie des enseignants d'anatomie avec Monsieur Braun et Monsieur Fiade. On passe quelques heures ensemble, parfois un peu difficiles, parfois un peu plus sympathiques, mais bon, j'espère toujours avec beaucoup de passion. Eh bien, génial. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière? Est-ce que c'était une vocation quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y a eu un événement déterminant? Comment ça s'est passé? Eh bien, quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire et au mois de mai, avant de faire les inscriptions en école de veto, je me suis dit que c'était peut-être mieux de soigner les humains. Donc, du coup, je me suis embarquée dans la carrière de médecine. Enfin, je me suis inscrite à la fac de médecine. Et puis après, voilà, ça s'est bien passé. Ça a été plutôt tardif, du coup, c'est venu juste avant de faire les demandes Oui, de c'est ça. choix. Ok. Parce qu'au début, veto, ça me semblait sympa. Ça me semble toujours sympa, mais l'humain, en fait, il y a du contact, il y a... C'est ça. Enfin, voilà, c'est vraiment passionnant. Et est-ce que vous aviez des animaux quand vous étiez plus jeune? Oui, plein. Ah, ouais. Du coup, c'était pour ça. Ça explique. Ok. Et au niveau académique, maintenant, comment s'est déroulée votre formation académique, donc collège, lycée, et après la fac avec la fac de médecine? Alors, au collège, lycée, ensuite j'ai fait ma fac à Nancy, donc moi je suis une pure nancéenne. Donc j'ai fait tout mon externat à Nancy. Je suis partie quand même 4 mois en Espagne pour attendre les résultats de l'internat parce qu'il quand même il fallait un peu se reposer et aller faire la fête. Ensuite, j'ai fait mon internat à Nancy, pareil, donc en chirurgie digestive. Et puis, je suis quand même partie 6 mois encore en Espagne pour aller me perfectionner un petit peu en chirurgie endocrinienne que je ne fais absolument plus du tout, mais c'est pas grave. Ça permet de voir autre chose, de se rendre compte que finalement, on est pas mal chez nous. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris de tous les voyages que j'ai faits. Et une fois que j'ai fini mon internat, je suis encore restée à Nancy parce qu'on m'a proposé un poste de chef. Et à la fin de mes 4 années d'assistanat, donc mon patron de l'époque, le professeur Gilles Grosdidier, que certains peut-être connaissent, m'a proposé de commencer une carrière universitaire. Et du coup, j'ai accepté. Et c'est comme ça que je suis partie dans l'anatomie et que je suis maintenant régulièrement dans l'amphi 600 pour vous faire court. Ok. Il y a eu aussi une expérience aux États-Unis. Oui, alors, Euh, quand on fait un parcours universitaire, on a besoin de faire. Donc, tout le monde passe sa thèse de médecine, ça vous le savez déjà. Quand vous commencez un parcours universitaire, vous devez faire un master 1, un master 2, une thèse de sciences et une habilitation à diriger la recherche. Donc ça fait quand même pas mal d'études, enfin pas mal de travail de recherche que l'on mène en fait en même temps que sa carrière de chirurgien. Donc parfois ça peut être un petit peu compliqué. Et donc moi, dans mon cas, et comme tous les anatomistes, on a encore un double cursus qui est celui de la recherche et celui de l'anatomie. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on fait le parcours recherche, on va apprendre l'anatomie pour être ensuite un bon enseignant. Et c'est assez difficile à apprendre. Mais une fois qu'on la connaît,
on devient un bon chirurgien ou un bon médecin. C'est pour ça que j'insiste toujours sur l'importance de l'anatomie. Ça, c'est sûr. Bon, je pense on en reviendra juste après. C'est bon, c'est revenu. Pourquoi avoir choisi l'Espagne? Parce que je suis espagnole d'origine. Enfin, mon père est espagnol, donc du coup, j'aime bien ce pays et puis je parle espagnol, donc c'était simple. Et c'était à l'époque où en fait on n'avait pas encore, il n'y avait pas Erasmus, donc c'était un peu plus compliqué de trouver des stages à l'étranger. Et en l'occurrence, moi, je suis allée dans la ville d'origine de mon père et puis j'ai trouvé un stage et puis après j'avais donc un de mes patrons qui connaissait bien un chirurgien à Barcelone. Je ne sais pas si vous avez vu L'Auberge espagnole, c'est un film assez rigolo d'une colocation à Barcelone et en fait j'ai vécu ça pendant 6 mois avec des bons côtés de l'Auberge espagnole et puis les mauvais côtés aussi avec les tables remplies de bière et tout ça. Mais l'expérience était vraiment très, très intéressante, également du point de vue chirurgical et voilà, de voir comment ça se passe ailleurs. Au niveau de la santé, c'est différent avec la... Enfin, vous avez noté des grosses différences avec la France ou globalement c'est Ah à peu non, près la il y a même une chose? grosse. Alors, le système de santé en Espagne est, à mon avis, moins performant qu'en France. Alors, maintenant, ça devient comme ça en France. Avec le Covid, on a plus de délais pour la prise en charge opératoire des patients, pour les consultations. Mais en Espagne, c'était moins efficace quand même. Et puis, les médecins sont moins bien payés. Ils ont souvent, les professeurs des universités en Espagne, ils ont une partie d'activité dans le service public, mais comme ils ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent, en fait, après, ils vont avoir une partie d'activité dans les cliniques. Et donc, du coup, voilà, c'est différent. Je pense que on ne s'en rend pas compte et malgré une certaine dégradation, on a quand même un bon système de santé en France parce que quand on compare avec les autres pays, même avec les États-Unis, aux États-Unis, vous avez un bon système de santé si vous avez beaucoup d'argent ou une bonne assurance, un bon employeur. Sinon, c'est pas très très efficace quand même. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers votre spécialité justement de chir viscérale et digestive durant votre parcours? Enfin, d'où vient cet attrait pour la chirurgie? Eh ben, c'est un peu comme Obélix et je suis tombée dedans. Parce que quand j'ai commencé ma fac de médecine, je voulais être médecin généraliste. Et j'en démordais pas, je voulais être médecin généraliste dans ma campagne dans les Vosges. Et j'ai fait un stage à l'Institut de cancérologie qui s'appelait auparavant le Centre Alexis Vautrin. Et je suis arrivée dans ce stage, petite externe, et personne ne s'occupait de moi. Donc je me disais, ces chirurgiens, ils sont quand même vraiment pas sympas. Et voilà. Et après, j'ai commencé à faire des aides opératoires. Et là, j'ai regardé et là, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Et j'ai pas changé d'avis depuis mon externat jusqu'à maintenant. Et je suis quand même toujours très contente de ce choix. Et toujours aussi passionnée. Et la chirurgie digestive Ah particulièrement? non, mais c'était que la chirurgie digestive. Ah ouais, ah non, c'était pas la chirurgie, c'était la chirurgie digestive. C'était extraordinaire. J'ai vu donc le patron de l'époque, qui était Monsieur Guillemin, retirer une énorme tumeur du rein en ouvrant en deux la veine cave pour aller ôter un bourgeon tumoral. Quand vous êtes externe, que vous voyez ça, et que le malade il va bien après, mais vous êtes, mais c'est C'est marquant. ah oui, non, c'est hyper marquant. Et c'est pour ça que je dis toujours aux externes, venez au bloc, parce qu'il y a des externes qui veulent faire de la chirurgie et qui ont une idée un peu fausse de la chirurgie, qui la voient comme on la voit dans les anatomies, voilà, dans tout ça. Alors, il y a des parties qui sont peut-être un peu vraies, même si je ne regarde pas, parce que j'ai vraiment tellement l'impression d'être au travail que ça, voilà. Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir que vous n'aimez pas la chirurgie tant que vous ne l'avez pas testé. Et la chirurgie, c'est hyper passionnant. Parce qu'il y a la partie chirurgicale, et puis il y a toute la prise en charge médicale autour. Et maintenant, on devient des chirurgiens de plus en plus spécialisés parce qu'on n'est plus que chirurgien.
on gère aussi toute la partie médicale. Donc, du coup, il faut des connaissances de plus en plus pointues. Les personnes qui font de la cancérologie en chirurgie, elles connaissent aussi les protocoles de chimio, elles sont à jour sur tout ce genre de choses. Donc, en fait, on a besoin de savoir tout ce qui entoure notre hyperspécialité. Bien sûr. Donc, voilà. Mais c'est tellement passionnant. Est-ce qu'il y aurait une autre chir qui aurait pu vous intéresser? Oui, la chirurgie vasculaire. Ah, parce que... Ah, parce que disséquer les vaisseaux, c'est Ah ouais. hyper. Mais en fait, quand on fait de la chirurgie digestive et qu'on a une certaine liberté de se balader un peu partout parce qu'on connaît bien son anatomie, et voilà, en fait, on peut faire de la chirurgie vasculaire, on peut faire de la chirurgie gynécologique, c'est-à-dire que moi, je fais de l'endométriose pelvienne, je fais beaucoup de pelvis, je fais des curages, donc je me balade dans le creux axillaire, dans le creux inguinal, au niveau du cou, au niveau du pelvis, des artères iliaques et tout ça. Donc je vous montre même des films de temps en temps pendant les cours. Donc c'est mes films que je vous montre. Ok. Et moi, j'aimerais bien revenir sur la triple casquette, médecin, chercheur et professeur. Mhm. Du coup, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Vous avez dit, c'était votre chef de service à l'époque, vous a un peu lancé sur ça, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à vous lancer dans la recherche, l'enseignement en parallèle, et en parallèle votre fonction aussi de chirurgien? Alors, moi, souvent quand j'ai une idée, je m'y tiens. Donc du coup, je suis arrivée à l'ICL, je me suis dit, je vais faire de la chirurgie digestive. Je suis arrivée dans ce que l'on appelait, le service que l'on appelait la CGU, et là, je me suis dit, je veux travailler dans ce service-là. Et j'étais encore externe. Et je me suis dit, un jour, je travaillerai dans ce service-là. Et donc, du coup, je me souviens encore de Monsieur Gourdidier qui me dit, euh, si tu veux travailler dans ce service-là, il va falloir que tu travailles plus que les autres parce que tu es une fille. Parce que maintenant, il y a beaucoup de filles qui sont en médecine et beaucoup de filles en chirurgie. À l'époque, il y en avait quand même nettement moins. Donc, quand on était une fille, il ne fallait pas expliquer à votre patron que vous aviez des soucis avec vos enfants. Alors, à l'époque, je n'avais pas encore d'enfants, mais voilà, il fallait quand même être assez efficace, voire même plus efficace que les garçons. Et du coup, je pense que peut-être que j'ai été plus efficace que les garçons. À créer une envie, une motivation Mais supplémentaire. oui, mais en fait, il faut. En fait, en médecine et mais partout dans la vie, tu fais rien sans motivation. Si tu as envie, si tu veux, si tu es passionné, tu te donnes les possibilités. Vous êtes là, vous vous êtes dit en première année, ça va être dur, on va en baver, ça va être compliqué, mais on veut faire ça et on se donne les moyens. Il y a comme ça qu'on réussit dans la vie. Totalement d'accord. Tout à Mais fait. c'est à tout niveau. Tout Ouais, niveau. bien sûr. Et un jour, vous serez peut-être à ma place. Oui. Moi, quand j'étais sur les bancs de la fac, je regardais des professeurs, ah, ils sont professeurs, et puis ben voilà. Et maintenant, je suis sur l'amphi et je vous regarde et je me dis, eh ben, dans cet amphi, il y en a, et ben, dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont être à ma place. Et j'espère participer à leur formation. Et là, vous connaissez déjà Bouchra Sabah, que vous avez déjà interviewé, donc on est en train de former comme anatomiste. Après, il y a les gens que l'on est en train de former pour la chirurgie. Enfin, voilà, et la transmission des connaissances aux plus jeunes, c'est ce qui fait aussi le plaisir de travailler au CHU. Ouais, bien sûr. C'est pas toujours très simple de travailler au CHU, mais il y a des choses que l'on n'a pas en clinique, c'est la formation des jeunes, les cours, parce que moi j'aime venir vous faire cours. Alors, des fois je suis un peu fatiguée, un peu. Voilà, mais dans la globalité, j'aime venir vous faire cours, j'aime qu'il y ait de l'interaction, que vous soyez content à la fin du cours. J'aime pas poser des questions d'examen, mais bon, ça fait partie du job. C'est dommage. Et maintenant, au niveau de la recherche, du coup, on a pu voir que vous avez à peu près 70 publications, même peut-être plus, dans des revues internationales à comité de lecture. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de celle qui vous tient le plus à cœur, une qui vous a marqué comme recherche, comme papier que vous avez publié? Alors, la thématique de recherche qui me tient le plus à cœur, c'est la thématique de la recherche sur le DU de pédagogie, sur la chirurgie robotique, pardon.
Vous voyez là ces simulateurs-là. J'ai beaucoup travaillé dessus avec un chirurgien qui s'appelle le docteur Cyril Perrineau, qui était un chirurgien et un ami et qui malheureusement est décédé cette année. Et notre première publication que l'on a fait sur ces simulateurs, c'est une publication où on a beaucoup travaillé et on était tellement fiers de cette publication. Ok. Ouais, c'était une belle, belle publication. Et oui. Voilà, mais c'est. Voilà. D'accord. Et enfin, vous vous êtes rendu compte que grâce au simulateur, il y avait un meilleur apprentissage pour les internes, c'était destiné à qui? Et c'était... Alors, ces simulateurs, c'est des simulateurs de chirurgie robotique. Et donc, je ne sais pas si vous êtes déjà venu au CHU voir le robot d'Avanci. Oui. Donc, vous voyez, le chirurgien, il est installé à sa console. Et puis, le malade un petit peu à distance. L'interne est à côté du malade, l'infirmier à côté du malade. Et en fait, entre la laparotomie, où on utilise ses mains, la célioscopie, où on utilise des instruments, et le robot, où on travaille avec un système de pédalier, de joystick et tout ça, il y a une grosse différence de maniabilité des instruments. Et tout ça, il faut l'acquérir. Et si on n'arrive pas à gérer les pédales, les joysticks, tout ça en même temps, eh bien, on peut faire des erreurs qui peuvent être parfois un peu dangereuses. Et nous, les chirurgiens digestifs, on n'a pas l'habitude d'opérer en regardant comme dans un espèce de gros microscope. Donc, ces simulateurs-là, ils servent aux chirurgiens qui sont déjà formés. Alors maintenant, un peu aux internes, mais aux chirurgiens qui sont déjà formés pour apprendre à manipuler le robot. Et quand ils sont sortis, en fait, il n'y avait pas d'études qui les validaient. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre un simulateur sur le marché, mais il faut quand même démontrer qu'ils sont efficaces et qu'ils forment bien. Et donc, c'était cette étude de validation que l'on a fait avec le docteur Perrineau. Et on l'a fait dans ce laboratoire ici, enfin, dans cette école de chirurgie, dans une petite pièce de l'autre côté. Et en faisant, voilà, on a découvert pas mal de choses. Et en fait, tout ce sur quoi on a travaillé, ça a permis de monter le DU de chirurgie robotique basique et ensuite aussi le DU de chirurgie robotique digestive. Donc, voilà. Alors, la robotique, c'est déjà un gros progrès dans les instruments mis à la disposition du chirurgien. En fait, quand on dit on opère par voie robotique, c'est pas le robot qui opère, c'est le chirurgien. C'est-à-dire, le chirurgien, il fait ça avec sa main, l'instrument, il va faire ça dans le corps du patient. Si le chirurgien, il fait bien son geste, l'instrument fera bien le geste. Si le chirurgien fait une erreur, il y a une erreur qui est faite sur l'instrument, d'accord? Donc, le robot, c'est juste un télémanipulateur qui est interposé entre le malade et le chirurgien. Et c'est un esclave, en fait. On appelle ça un master-slave relation, ça veut dire que c'est vraiment le maître et l'esclave. Donc le robot, il ne fait que ce que fait le chirurgien. Sauf qu'avant, on avait nos instruments de célioscopie où on rentrait, on sortait, on faisait une rotation, on montait, on descendait. Et maintenant, on a une pince qui peut faire ça, comme un poignet. Et on a une vision qui est meilleure, on a... oui, c'est ça. Donc, et je pense que ça va continuer. On va encore innover comment ça s'appelle? Dans les instruments. On utilise des agrafeuses pour faire des anastomoses. Avant, on avait des taux de fistule qui étaient quand même un petit peu importants. Maintenant, ces taux de fistule, on a quand même vraiment l'impression qu'ils diminuent parce que, alors ils sont pas nuls encore, mais le matériel est de meilleure qualité. Il y a des systèmes de capteurs de pression sur les tissus, sur l'écrasement. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui sont des innovations qui permettent d'avoir une bonne une anastomose qui va être faite euh, comment ça s'appelle euh, individuellement, enfin, c'est adapté au malade. Et ben, j'aimerais bien juste revenir sur aussi
en cours, c'est vrai que vous nous parlez des fois d'une expérience aux États-Unis, Hmm. à Chicago. Est-ce que vous pouvez Non, un peu... j'étais en Floride. En Floride. Oui. Ok. Et est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, enfin, nous raconter comment ça s'est fait, en quoi ça consistait globalement? C'est une des plus belles années de ma vie. Oh. Ah oui, non, c'était super. Quand j'étais jeune assistante, on avait eu un chirurgien qui s'appelle Laurent Brunouk, avec qui je travaille maintenant, qui était parti à San Francisco et qui était venu nous faire une présentation de son parcours à San Francisco et qui nous avait dit, vraiment, c'est la plus belle année de ma vie. Je suis partie avec ma femme et mes enfants et tant du point de vue personnel que du point de vue professionnel, c'était vraiment extraordinaire. Et du coup, je m'étais dit quand même, c'est vraiment une chouette chance. Et donc, quand je suis partie dans ce parcours de PUPH, il fallait partir préférentiellement à l'étranger. Et alors, c'est un peu personnel à ce que je vais vous raconter, mais je vous le dis quand même. Euh, donc, à l'époque, j'étais mariée, j'avais mes enfants. Et mon mari me disait, mais pars à Londres, on se verra facilement et tout ça. Et, euh, et moi, je reste avec les enfants. Et là, je me suis dit, mais moi, il est hors de question que j'aille à Londres. Moi, je veux aller aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est quand même super. On parle anglais et puis il y a de la recherche. Et puis c'est autre chose, c'est différent. Et donc, bah, toujours avec mon copain Cyril, on est parti, lui, monsieur Jacques Hubert, que vous connaissez, qui est peut-être qui est urologue, et moi-même à un congrès à Boston. Et puis, il y avait un chercheur qui nous avait présenté des travaux, des résultats de travaux sur la chirurgie robotique. Et donc, au culot, on est allé lui présenter notre projet, sur nos travaux sur le simulateur, les publications qu'on avait faites, dont la fameuse publication qui me tient bien à cœur. Et en fait, il avait un poste et il m'a dit, bah, d'accord, ok, je t'accueille. Et les États-Unis, c'est pas comme ici. Ici, vous voulez rentrer dans un laboratoire, il faut remplir 25 papiers, il faut demander 4 autorisations, il faut... Là, il m'a vu, il nous a dit, ouais, je suis intéressé. Il a dit, on doit se revoir. On avait un deuxième congrès qui avait lieu quelques mois plus tard. Il dit, bah, passez par Celebration, c'est là où j'ai passé un an de ma vie. On vous présentera l'école de chirurgie. Alors, eux, ils ont une école de chirurgie avec 6 robots d'Avanci, 25 postes de célioscopie. Enfin, c'est un truc immense. Et en fait, je suis passée avec, on était voir avec Cyril et Jacques Hubert. Et puis, voilà, il m'a embauché. Il m'a dit, bah, d'accord, je vous attends au mois d'août de l'année prochaine. Hop, d'accord. Et là, je dis à mon mari, on part aux États-Unis. Et là, il m'a dit, non, mais non, on ne va pas partir aux États-Unis. J'ai dit, si, on part aux États-Unis. Et au final, c'était... La plus belle année de toute notre vie, de toute la famille. Ok. Oh là là. Non, super. Non, mais je vous assure. En fait, si vous avez la chance de faire cette carrière un jour, surtout, ne dites pas non, je vais rester. Non, il faut partir. Il faut aller voir ailleurs comment c'est et il faut se faire des expériences. Et si vous êtes en couple, avec des enfants, mais c'est pas grave. Partez tous ensemble parce que c'est une expérience inoubliable. C'est Vraiment. possible, quoi. Vraiment, il faut le voir comme ça. C'est possible et on peut... Oui, je veux pas vous raconter tous les Ouais, obstacles qu'il y avait pour bien le sûr. départ. Mais en fait, on a surmonté les obstacles. Les obstacles, ça se surmonte. Bien sûr. C'est comme d'habitude. Quand on veut, on peut. C'est beau. C'est magnifique. Mais c'est C'est qu'on a posé en fait des questions aux étudiants donc, de la faculté de médecine. Plein de questions sont revenues. Nos camarades. Oui, nos camarades, oui. Ouais. On dirait que je suis, non, je suis aussi étudiante, en fait, il y a aussi mes questions. Non, mais du coup, effectivement, on a posé un petit peu les questions qu'ils voulaient. Et donc, la question qui est revenue le plus souvent, c'était, ben, en gros, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que femme dans le monde de la chirurgie? Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Enfin, voilà. Comment vous avez surmonté tout ça? C'est ce qui est revenu le plus. Alors, est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Oui, ça n'a pas toujours été très simple. Quand j'étais interne, on m'a un jour expliqué que comme j'étais une femme, je finirais chirurgien dans
un hôpital périphérique à faire des gardes toute ma vie, que personne ne voudrait m'épouser parce que je serais tout le temps en train de travailler. Et voilà, quelque chose de très, très cliché. Alors bon, c'était quand même, il y a quand même pas mal de temps, pas mal d'années en arrière. Euh, En tant que femme, j'avais l'expérience d'un couple d'amis que je connaissais, qui était un peu plus âgé que moi. Et en fait, ils étaient tous les deux dans la médecine et ils vivaient en alternance. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de garde, beaucoup d'astreintes. Et il y en a un qui était de garde pendant que l'autre gardait les enfants. Puis après, c'était l'autre qui prenait la garde pour que les premiers gardent les enfants. Et là, je m'étais dit quand même, en tant que chirurgien, ça va être quelque chose de compliqué. Et donc, je me suis dit, préférentiellement, si c'est possible, pas tomber amoureuse d'un chirurgien. Donc ça aide quand même hein, d'avoir un mari qui est de manière à presque certaine à la maison le soir et le week-end. Et puis après, il faut quand même un peu d'organisation. Hein. Il faut, parce que j'ai quand même trois enfants qui sont grands maintenant, mais j'ai un premier garçon et des jumeaux ensuite. Donc vous imaginez que femme chirurgien, jeune chef de clinique avec des jumeaux, ça n'a pas toujours été très simple. Donc il faut quand même un réseau familial autour du noyau familial pour l'aide. Mais, et puis un mari assez extraordinaire. Mais après, on s'en sort. Voilà. Il faut de la ténacité, mais on s'en sort. Donc, on se retrouve après cette courte pause. Donc, je vais me présenter. Je suis Anis, chargé de mission projet pour le tutorat de la carabine ancienne. Et donc, on va pouvoir passer à cette deuxième partie, anecdote. Super. Donc, première question. Quelle fut la meilleure année d'études en médecine? La quatrième. Quatrième année? Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi? Parce que c'est jamais tombé. La quatrième année, on ne nous l'a jamais dit. Alors, la quatrième année, pourquoi? Ben, parce que je faisais partie de la DCN, donc qui était l'association des carabins. Alors, j'en faisais déjà partie avant, mais bon, je pense que la quatrième année, on a vraiment fait beaucoup la fête. Parce que c'était la dernière année où on pensait moins à préparer l'internat. Cinquième année, on commençait déjà à avoir la pression. Sixième année, c'était juste l'enfer. On a bossé comme des dingues, comme vous allez bosser. Donc, la quatrième année, c'était l'année où on s'est bien amusé avant voilà, de se concentrer pour l'internat. Ok, ça marche. Et votre cas clinique le plus marquant durant votre carrière, je ne sais pas s'il y en a un qui vous a marqué, vous y repensez des fois. Ouais, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a les bons cas cliniques Oui. et puis il y a les plus tristes. Oui. Voilà, donc on peut faire peut-être le bon Ouais, cas on clinique. pourra, Voilà, faisons le bon cas clinique. Le bon cas clinique, c'était que j'étais jeune chirurgien et on a une jeune fille de 16 ans qui est arrivée dans les suites d'un accident de moto, toute cassée partout. Elle est arrivée au déchocage et quand on l'a pris en charge, on a cru qu'elle allait vraiment mourir, vraiment. Et on l'a opérée, enfin, et on l'a récupérer de la pointe des cheveux. Mais elle a vécu et le moment, parce qu'en plus, quand c'est arrivé, elle était complètement inconsciente. Voilà. Après, les patients, ils vont en réa, on les voit un peu, mais ils sont avec les bips, les machins, les trucs. Et souvent, les patients, ils réalisent pas que finalement, c'est vous qui l'avez pris en charge au moment où ça allait pas bien. Et je me revois la voir en consultation. Et bien, je crois je que vous crois que je suis m'avez pas sûr. sauvé la vie. Et voilà, et j'avoue encore cette jeune fille, et pareil, on avait eu un jeune homme aussi avec un gros trauma. Et la traumatologie, ça peut être dur parce que ça peut mal se finir, mais quand ça se finit bien, c'est satisfaisant, quoi, quand vous dites, bah voilà, j'étais là et finalement, c'est le moment où on fait vraiment la différence, quoi. C'est à peu de choses, ça peut aller très mal comme ça peut aller très bien.
Ok. Ça, c'est les expériences qui... Alors, il y en a plusieurs comme ça, mais il y en a aussi des mauvaises, hein, qui vous marquent aussi, dont on se souvient encore, même 10 ans après, même... voilà. Ok. Ça va. Et est-ce que vous auriez une gaffe, petite, grande, comme vous voulez, durant votre cursus qui vous est arrivé et qui pourrait être rigolote Ah ou oui, il y en a marrante? une. Ouais, il y en a une. Elle est revenue. Alors, je dirais pas qui c'était, mais un jour j'étais externe. Donc en fait, mais j'étais externe très toujours. On fait comme ci, on fait comme ça. Donc on était à la clinique de traumatologie, donc c'était il y a très longtemps. Vous connaissez pas les gens qui étaient là à cette époque-là. Et donc on avait eu un cours pendant 1 heure et demie sur la technique pour faire les strappings, les plâtres et les attelles plâtrées avec des gypsothérapeutes. Et un jour, il y a une amie d'un chirurgien orthopédiste qui arrive. Donc, du coup, elle arrive avec une entorse. Donc, moi, j'étais l'externe, donc la première personne à aller examiner la patiente. Donc, je l'ai examinée, je vois qu'il y a une entorse. Et puis, comme c'était l'ami d'un des professeurs, on finit par appeler le professeur pour venir voir son amie et sa patiente, qui lui fait un strapping. Et là, je regarde le strapping, et là, en fait, c'était pas du tout la technique qu'on m'a appris. Et au lieu de me taire, ce que j'aurais dû faire, vraiment, je l'ai regretté après. En fait, j'ai dit au professeur, mais c'est pas comme ça qu'on C'est fait pas les comme ça qu'on c'est pas comme ça qu'on fait le strapping. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on nous a montré à faire le strapping. Et là, je me suis sentie, j'ai senti la honte me descendre sur moi. Et là, je me suis dit, ah, mais pourquoi tu t'es pas tue? Et là, je suis partie. Et après, je me suis fait attraper, mon Dieu. Il fallait pas être externe à ce moment-là. C'est drôle, c'est Mais rigolo. voilà, donc voilà. Essayez quand même de ne pas dire ça à un professeur parce que des fois ça peut énerver, même si. On Voilà. n'a pas appris comme ça. Donc voilà, ça c'était un grand moment de honte, Ok, de grosse gaffe dans ma vie. ok, ça va. Ok. Quel est votre talent caché, du coup, hors médical, si vous en avez un? Alors c'est hors médical, mais en fait j'aime beaucoup de travailler avec mes mains. J'aime beaucoup alors la broderie de Lunéville, le crochet, la couture, tout ce genre de choses. Et puis j'aime aussi la peinture, mais c'est pas vraiment un talent parce que je suis pas encore très douée. Mais je m'améliore, je m'améliore. C'est un... Parce qu'il y a une question, c'était quels sont vos loisirs, sports préférés? Du coup, dans les loisirs, je pense que ça rentre. Ça rentre dans mes loisirs, dans le sport préféré. Bah, en fait, j'aime beaucoup le vélo, donc en fait, je me déplace tout le temps en vélo. Donc, je viens travailler en vélo, je me balade dans mon sillon en vélo, je fais mes courses en vélo, tout en vélo. Donc là, aujourd'hui, je suis venue avec mon vélo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. Et j'aime beaucoup nager aussi, j'aime beaucoup la natation. Ok. Et votre plus beau moment dans votre vie professionnelle, impatient, vous en avez dit tout à l'heure, marquant, mais là, vraiment le plus beau moment, un moment où je sais même pas tellement la question, elle est Oui, je vois vague, bien, en là, fait. je vois bien la question, le truc Qui vous anime qui nous, encore tous les qui- jours. Alors, il y a des plus beaux, puis il y a des moins beaux, hein, mais alors le plus beau, il y en a beaucoup, mais cette jeune fille-là de 16 ans, c'était un beau moment. Euh, Après, il y a aussi l'obtention de l'HDR. Alors l'HDR, c'est l'habilitation à diriger la recherche. Donc, c'est un peu la clôture de tout le travail de recherche. Et en fait, quand on est en train de passer son HDR, c'est la dernière étape avant d'être nommé. Donc ça, la présentation de mon HDR, c'était vraiment un très très grand moment parce qu'en plus mes enfants étaient là. Donc c'était un chouette moment. Et le deuxième plus beau moment, c'était quand même quand j'ai réussi
mon concours en tant qu'anatomiste, à la fois pour le MCIPH et à la fois pour le PIPH. Parce que bosser l'internat, c'était compliqué, mais alors bosser l'anatomie, c'était pire. Alors, vous ne le direz pas à Bouchra, hein, Ouais. mais la pression que l'on a quand on va passer ces concours-là, en fait, on n'est plus des enfants, on est des adultes, on travaille, on est chirurgien, on sauve la vie des gens, ou parfois on ne la sauve pas, et on se retrouve comme des étudiants avec des professeurs qui vous disent, mais finalement, vous êtes nuls, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Pour pas dire autre chose. Et des fois, c'est dur, hein. Donc, quand enfin vous avez réussi, que voilà, il n'y a plus d'obstacles, c'est quand même un bon moment. Alors, on se retrouve donc pour la dernière partie de ce podcast. Donc, c'était la partie dont je vous parlais et teasais un petit peu au début, où justement on va répondre enfin aux questions donc des étudiants. Il y en a eu pas mal, donc merci beaucoup. Donc, je vais laisser ma collègue qui est nouvelle justement, qui va se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Léa, donc je suis chargée de mission, un peu comme Alice vous le disait tout à l'heure, donc dans notre association au tutorat. Donc je vais commencer avec la première question des étudiants. Concernant votre répartition donc, de l'activité clinique, de l'enseignement et de la recherche sur la semaine, comment vous vous organisez? Alors, j'ai une grosse part d'activité clinique, une part assez conséquente d'enseignement et la recherche. Je suis plus recentrée maintenant sur de la recherche du point de vue médical et je fais moins de recherche en robotique et en pédagogie qui était quand même ma thématique principale. Donc, j'opère les lundis toute la journée, le mardi j'opère et je consulte, le mercredi je consulte toute la journée, le jeudi matin je consulte, le matin, et le jeudi après-midi et le vendredi en général ce sont des journées universitaires où j'assure des cours aux étudiants, mais également dans des DU, dans des DES, enfin dans plein de domaines différents. Parfait. Seconde question, elle est drôle celle-là. Est-ce qu'un étudiant vous a déjà dit que l'artère utérine passe en dessous de l'urètre? Voilà, une vraie question que quelqu'un. Je Oui. pense pas savoir. Oui. Ah, Et donc, il est reparti, il n'avait plus d'oreilles. voilà. Alors, on ne me l'a pas fait à moi, mais un jour, un étudiant a confondu l'urétère avec l'œsophage. Ça fait de la peine. Il était en quelle année? Et ben, c'était un externe qui était au bloc opératoire. Ah, Donc, vous voyez, des fois, ça me fait de la peine. c'est le stress. On va dire ça, c'était le stress. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler de votre opération la plus délicate? Alors, à l'heure actuelle, les chirurgies les plus complexes que je fais, c'est de la chirurgie de l'endométriose. Donc, c'est une chirurgie que je fais conjointement avec les urologues quand il y a une atteinte de l'appareil urinaire et avec les gynécologues. Donc, souvent, c'est des chirurgies qui sont assez complexes parce que l'endométriose, quand on intervient à 3 spécialités, c'est qu'il y a une dissémination des lésions qui sont importantes. Et c'est des chirurgies qui sont assez longues. Les autres types de chirurgies qui sont assez complexes et qu'on ne fait pas souvent en plus, c'est quand on a un patient, par exemple, qui n'a plus d'œsophage et plus d'estomac parce qu'il a bu de l'ammoniac, un caustique ou quelque chose comme ça. Et bien après, on est obligé de remplacer l'œsophage et l'estomac qui n'existent plus par un morceau de côlon que l'on prend dans le ventre qui est pédiculisé sur une artère dans le ventre et que l'on va remonter jusqu'au niveau du cou. Et donc, du coup, c'est une chirurgie qui est assez minutieuse parce qu'il faut la faire en disséquant bien les artères, en s'assurant de la vascularisation. Voilà. Et donc, c'est des chirurgies que j'aime beaucoup
mais qui sont un peu fatigantes, mais que j'aime beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a un moment, en étant chirurgien, où on devient indifférent face au corps et l'être humain? Alors, ça dépend ce qu'on entend par indifférent. Si on entend par indifférent le fait de voir quelqu'un qui est dévêtu et que, voilà, pour moi, c'est complètement normal d'examiner un patient. Je fais beaucoup de statique pelvienne, donc j'examine des hommes, des femmes assez intimement et ça ne pose aucun problème. Si on entend par indifférence ne plus avoir de l'empathie et tout ça. Alors le jour où on devient indifférent au corps d'un patient et à ce qui se passe, il faut arrêter de la chirurgie. Parce que ça veut dire on arrive au-delà de de l'envie de prendre en charge correctement. Parce qu'il y a des moments où on peut être épuisé, on peut être fatigué. Alors, heureusement, ça ne m'est pas encore arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais si un jour ça arrive, il faut savoir s'arrêter, prendre du temps pour soi, comme un petit peu un burn-out. Ouais. Donc, ça dépend de ce qu'entendait l'étudiant par cette question. Une autre question encore assez comique. Est-ce que vous aimez vos collègues? Ouais, je les adore. Alors, pour vous montrer à quel point je les aime, je vais vous les citer. Donc, il y a Laurent Bruno, qui est notre chef de service du département de CVMC. Il y a Nicolas Redel, qui est mon copain depuis super longtemps parce qu'on a été internes ensemble. Donc, en fait, on est dans le même, on était dans les mêmes services en même temps et tout ça. Et puis, il y a Claire Nominet, qui est le quatrième chirurgien senior du CVMC. Donc, ça, c'est mes collègues de chirurgie avec qui je passe quand même beaucoup de temps. Et puis, après, ben, il y a tous les collègues de l'anatomie que vous connaissez. Il y a Monsieur Braun, bien sûr, il y a Bouchra, il y a Mélissa, il y a les gens du laboratoire, Marine, Jean-Michel, Alexia. Puis après, il y a tous les gens aussi de l'école de chirurgie, parce que moi, je suis une grande nomade et je suis un peu chez moi partout. Et donc, du coup, Marion, Fred, enfin, tout le monde ici. Et en fait, si on ne s'entend pas avec les gens avec qui on travaille, et je pense qu'il faut changer de service. C'est trop compliqué de travailler avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Il faut avoir confiance et en ses collègues et voilà, c'est pas toujours simple. Alors si en plus on arrive et puis qu'on va avoir des gens avec qui on ne s'entend pas, qui font la tête, et voilà, donc, je m'entends très très bien. Très bien. Et comment vous trouvez donc un équilibre entre l'hôpital, l'enseignement, la recherche et votre vie personnelle à côté? Eh bien, je refuse de travailler le soir maintenant, sauf pour faire des mails quand c'est vraiment indispensable. Et je ne travaille plus les samedis et les dimanches où je n'ai pas besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des cours qui sont programmés le samedi ou je ne suis pas d'astreinte. Là, ça, c'est un truc que j'ai fait beaucoup quand je préparais l'anatomie. Maintenant, je ne peux plus. Et vous me dites, il faut préparer quelque chose le week-end chez moi, c'est pas possible. Ça, je refuse. Je resterai un peu plus tard à l'hôpital, mais je ne peux plus. Donc c'est mon équilibre quand je suis chez moi. C'est pour ma famille, pour mes envies, le sport, tout ce que j'aime, quoi. Mes amis, Parfait. mon mari. Et en fait, je le mets en dernier, mais c'est pas Et puis on a des petites questions bonus donc du docteur Bouchra Assaba qui tenait vraiment à vous faire des petites questions. Et donc sa première question qui sort un petit peu du domaine médical, c'est quelle est votre chanson préférée? Alors, c'est très simple. C'est la chanson qui clôturait toutes les chouilles que l'on pouvait faire en CGU. Ok. Et c'est les lacs du Connemara, où on dansait tous ensemble. Et c'était la chanson de clôture à 2, 3 ou 4 ou 5 heures du matin. Donc voilà, très simple. Ensuite, elle aimerait savoir quel est votre animal totem. Euh, Animal en particulier. le chat. Le chat. Mm. Le chat.
J'adore les chats. Ils sont indépendants, mais ils peuvent quand même être câlins. Ils accordent pas facilement leur confiance, mais une fois qu'ils l'accordent, ils sont assez fidèles, je pense. Le chien, il est trop. Voilà. Il aime tout le monde et tout ça. Non, ça va pas. Et si vous avez la possibilité d'être un personnage de fiction, lequel seriez-vous? Si j'avais la possibilité d'être un personnage de fiction, euh, je serais dans les. J'adorerais être Sherlock Holmes. Ah, j'avoue. Et en plus, la médecine, c'est en fait du Sherlock Holmes. Parce que vous avez plein d'indices, plein d'énigmes, et puis si vous avez réussi à résoudre, eh bien vous avez résolu le problème de la pathologie de votre malade. Et moi j'adore ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est trop stylé. C'est très... Et donc c'est sur Sherlock Holmes qu'on va terminer donc cette partie pour les questions. Merci encore de nous avoir fourni autant de questions drôles quand même. J'avoue que je n'attendais pas à ça. Et donc on passe au mot de la fin. Ben moi, je tenais à vous remercier quand même de m'avoir invité à faire ce podcast. C'était vraiment sympa. On a passé un bon moment. Voilà. Et puis j'espère, en fait, ce que j'espère, c'est de vous donner envie d'être toujours aussi passionné. Parce que tant que vous serez passionné dans votre métier, eh bien, vous serez heureux et vous serez un bon médecin. Et c'est quand même important. Donc voilà, merci beaucoup donc, aux questions que vous avez posées. Donc n'hésitez pas voilà, à partager le podcast, à le regarder bien sûr, à le liker, à le commenter. Proposez-nous d'autres questions si vous voulez, d'autres personnes que vous voulez voir. Enfin bref, c'est ouvert. En tout cas, merci beaucoup encore et puis à la prochaine. Salut!